Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Le forum du studio Kalangou a pour thème aujourd'hui Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2023. Comment consolider les acquis au Niger? Le 3 mai sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Tout aussi importante, la journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. La déclaration de Windhoek est considérée comme une référence pour garantir la liberté de la presse dans le monde. Tout a commencé lors d'un séminaire à Windhoek en 1991, mais les idées professionnelles des médias qui ont agi comme un catalyseur pour encourager la liberté de la presse, l'indépendance et le pluralisme de la presse en Afrique et dans d'autres parties du monde. La conférence générale de l'UNESCO a approuvé la déclaration de Windhoek en 1991 et suite à la proposition des participants au séminaire de Windhoek de consacrer une journée à la promotion de la liberté de la presse. En 1993, l'ONU a déclaré le 3 mai journée mondiale de la liberté de la presse, le jour même de l'adoption de la déclaration de Windhoek. Depuis lors, l'UNESCO a organisé des conférences internationales pour débattre et sensibiliser sur les questions les plus pressantes de la liberté de la presse. Cette année, le thème retenu est la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits humains. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des réflexions et des explications et analyses la situation de la liberté de la presse au Niger, les difficultés et les avancées enregistrées en la matière. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Bra Suleiman, membre du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Bra Suleiman, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Sahirou Youssouf, membre du Conseil supérieur de la communication CSC. Sahirou Youssouf, bonsoir. Bonsoir. Manzo Ibrahim, secrétaire général de l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI. Manzo Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et Djaharou Maman, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED Niger. Djaharou Maman, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On commence avec vous, Sahirou Youssouf, du Conseil supérieur de la communication. Comment se porte aujourd'hui le Niger au sujet de la presse en 2023? Merci Mokhtar. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les journalistes une bonne fête. Et la situation de la presse au Niger en 2023 nous renvoie au classement de RSF. Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, qui a rendu son classement tout récemment et qui classe le Niger à la 61e place. Et ce classement relève un recul. Merci beaucoup Sahiri Youssouf du Conseil supérieur de la communication. Souleymane Bra de la Maison de la Presse, à présent au Niger, malgré une baisse encourageante du nombre d'atteintes à la liberté de la presse,
Le contexte régional marqué par la lutte contre le terrorisme a encore un impact certain, tant sur la sécurité des journalistes que sur l'accès à l'information de la population. Y a-t-il des acquis à consolider en matière de la liberté de la presse au Niger? S'agissant de la loi 2019 portant répression de la cybercriminalité aussi, il y a eu un premier pas parce que les soucis au niveau des professionnels des médias, c'est qu'on ne peut pas, déjà on a une autre loi qui est l'ordonnance de 2010, donc on ne peut pas mettre les journalistes comme les autres acteurs. Il y a eu ces plaidoyers où effectivement le gouvernement a quand même fait un pas en harmonisant certaines dispositions de cette loi avec la loi de l'Église. Maintenant, les problèmes aussi qui se posent à ce niveau, c'est au niveau des amendes. C'est vrai, la peine privative a été enlevée puisqu'elle a été remplacée par des amendes. Mais quand on regarde... Il faut rappeler aussi que des amendes aussi lourdes le plus souvent. Mais c'est ça qu'il faut en fait harmoniser. Parce qu'au niveau des dispositions de l'ordonnance de 2010, l'amende, ça commence à partir de 100 000, tout au plus 1 million. Mais aujourd'hui, au niveau de la loi portant répression de la cybercriminalité, c'est de 5 millions à plus de 10 millions. Donc ça là, c'est ça qu'il faut essayer de revoir pour permettre en fait aux journalistes et aux médias de bien faire leur travail. Donc vous voyez, au niveau de tous ces trois textes que je viens de citer, effectivement c'est des acquis, mais dans la pratique on constate qu'il y a à mon niveau des insuffisances. Oui, en fait des manquements, des insuffisances qu'il faille effectivement corriger pour permettre en fait aux journalistes de bien faire le travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun média nigérien qui a quand même ces moyens, cette police, d'aller payer une amende de 5 à 10 millions. Soit vous payez l'amende de 5 millions et vous partez en prison. Merci Bra Suleiman. La fin du monopole de l'État sur les médias en 1991 a favorisé le développement du paysage médiatique nigérien et permis l'arrivée des premiers hebdomadaires indépendants diffusés dans la capitale Niamey comme Haské, le Républicain ou le Démocrate. En 2022, le pays compte 67 radios privées, 15 chaînes de télévision privées et 16 sites de presse en ligne. Ce développement fulgurant du paysage médiatique nigérien est-il une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, c'est vraiment une avancée parce que c'est cette pluralité qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs opinions et chacun fait son travail. Donc, du premier journal Hassia en 91, aujourd'hui, vous avez rappelé, on a une 80 de titres, même si c'est peut-être une quarantaine qui paraissent chaque jour, les radios communautaires et même les radios communautaires, puisqu'on a plus de 200 radios communautaires aujourd'hui. En fait, c'est ça quand on parle de droit, cette liberté d'expression. Grand frère Maman Diaharou, le journalisme est-il une activité enviable et rentable au Niger? Le Niger est-il une terre favorable à l'exercice du métier de journalisme aujourd'hui? Merci Mokhtar, très bonne question. Est-ce que le journalisme est enviable au Niger? Est-ce que c'est rentable? C'est rentable, c'est un débat. C'est enviable, oui, c'est un métier noble. Le premier intervenant a rappelé quelques difficultés de la pratique du journalisme, notamment avec l'absence de la convention collective interprofessionnelle. Ça veut dire que à ce niveau-là, c'est enviable. Et j'ai dit plus ou moins non, parce que quand on regarde les conditions de travail des journalistes indépendants, pour ne pas dire privés, la situation est totalement difficile. Et c'est ce que je disais tout le temps, que j'admire le courage des journalistes du secteur privé qui mènent ce travail-là en soldats. Il faut les appeler ainsi, parce que quand vous regardez, le revenu n'y est pas. Le revenu, même de la moyenne, ne dépasse pas le SMIC. Et quand vous regardez le travail des journalistes, même le plus nanti de ce pays, quand il se réveille le matin, il attend que le journaliste l'informe sur la vie de la nation, sur même son activité. Et quand vous regardez leurs conditions de vie, je pense que ce travailleur-là mérite mieux. Et c'est pour cela que je soutiens la thèse sur laquelle il faut faire avancer la convention collective, il faut faire avancer le décret
l'effectivité du décret sur la publicité de l'État et de ses démembrements, puisque aujourd'hui, au Niger, on n'a pas un secteur privé extrêmement important comme dans d'autres pays. Lorsque dans d'autres pays, les médias n'ont même pas besoin de la subvention de l'État, le fonds d'aide, parce que l'État a créé les conditions d'un secteur privé qui permet aux médias, aux entreprises de presse de créer des richesses, de créer des partenariats et de faire des productions, parce qu'il y a les moyens privés et il y a la demande. Mais quand vous regardez au Niger, même tout le monde se rie sur l'État, parce que c'est l'État seul qui a le monopole d'investissement, le monopole des commandes de marché public. Alors, quand la publicité de cet État-là et de ces démembrements n'est pas accessible, n'est pas équitablement répartie aux médias, je pense qu'on ne peut pas parler véritablement des entreprises de presse viables. Et donc, le journalisme ne peut pas être viable dans ces conditions-là. Mamadou Diaharou, l'indépendance de l'information sur les chaînes publiques est difficile. Vous l'avez rappelé tout de suite. Et elle demeure rare sur les chaînes privées. Le poids de l'ingérence dans l'éditorial est très important dans beaucoup de pays en Afrique. C'est aussi le cas au Niger. Oui, je pense que le débat s'est même posé il y a quelques années quand il s'est agi au niveau des organisations et même le débat a été suscité pour qu'au niveau du Conseil supérieur de la communication à son temps, pour que les médias publics, la nomination des médias publics se conforme à certaines grandes démocraties, que ça se fasse sur proposition du Conseil supérieur de la communication. Et que pas du Conseil supérieur de la communication, autant pour moi, que la désignation des dirigeants des médias publics se fasse sur la base d'appel à candidature. Ça veut dire que c'est une expertise dont on a besoin du premier manager et qui vient avec toute une planification dans le sens de renforcer la liberté d'expression, dans le sens de servir les citoyens, puisque les médias publics n'appartiennent pas aux dirigeants, ils appartiennent Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut constater cela ici au Niger? Non, c'est pas possible du moment où je vous disais que la désignation se fait toujours par affiliation, par le politique, et la gestion de ces médias est sous la tutelle politique. Et on est arrivé même au Niger, tout récemment, vous avez vu les travailleurs des médias publics qui sont sortis pour dénoncer la baisse de la subvention allouée à ces organes-là. Donc, il y a des insuffisances. Mais toutefois, il faut séparer deux choses. Il y a l'emprise du politique sur les médias. Et il y a aussi la capacité des acteurs, des travailleurs à innover. Il y a toujours une marge pour faire son travail de façon professionnelle. Et il y a cet aspect-là. À mon avis, il n'est pas l'emprise du pouvoir. N'est pas important. Ne justifie pas le fonctionnement actuel de nos médias. Parce qu'il y a toujours une liberté. Oui, on peut l'appeler dysfonctionnement, mais tel que ça se fonctionne, je pense qu'il y a la part de l'emprise du politique et il y a la part aussi des travailleurs et de la direction qui est censée améliorer de façon professionnelle le contenu de production. Aujourd'hui, dans nos médias publics, on ne parle plus de production. On ne peut même pas les chercher dans le privé, puisque le privé, ils n'ont même pas les moyens. Les médias publics qui ont la subvention de l'État, même si elle s'est réduite de temps en temps, quand même, ils ont plus de moyens que le public pour faire des productions. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'au niveau des médias d'État, qu'on puisse avoir une production vendable. Je ne sais pas si je l'ai rappelé une fois sur par insuffisance de moyens. Par insuffisance de moyens et aussi par la gouvernance des médias actuellement. Je vous donne un exemple. Rapidement. Très rapidement.
Il y avait quelques mois ou quelques années, 2 ans à peu près, où il y avait un média, je pense que c'est la radio finlandaise, le groupe de presse public finlandais, la télévision nationale finlandaise, qui voulait un film sur la migration, le couloir de passage jusqu'à la Méditerranée. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Vous savez avec qui ils ont payé ce film-là qui passe sur le Niger, la migration au Niger? C'est avec France 24, à des centaines de millions. Imaginons si c'est fait au Niger, ça fait déjà un plus pour le budget de la télévision nationale. Merci beaucoup, Djaharou Mamban, Manzo Ibrahim de l'ANEPI. Les poursuites et condamnations incessantes visant certains journalistes tels que le directeur de publication du journal L'événement, Moussa Aksar, qui est auteur de plusieurs enquêtes dont l'affaire MDN Gate, l'affaire du ministère de la Défense nationale, une affaire sur la corruption et les malversations financières impliquant des hauts responsables politiques et militaires. Que fait l'ANEPI pour que ces genres de comportement cessent? Merci beaucoup, Mokhtar. Bon, et les moyens par lesquels nous passons pour lutter contre aussi bien les détentions préventives que les emprisonnements, c'est toujours les moyens habituels, c'est toujours les déclarations. Maintenant, au-delà des déclarations, il y a quand même il faut rapprocher les positions. Chaque fois qu'il y a un événement grave de ce genre-là, ce qui est sûr, c'est que les journalistes, nous allons continuer à les encourager à faire leur travail et à faire correctement leur travail. Mais chaque fois qu'il y a un couac, il faut essayer de voir qu'est-ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui a pu se passer il faut d'abord regarder le contenu de l'information révélée par le média. Si l'information révélée par le média est une information exacte, vérifiable, et il y a des indices probants et concordants pour parler comme les juges qui justifient la publication de cette information-là, nous sommes partants. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas que l'information soit tue, c'est qu'elle soit donnée. Nous sommes les militants de la publication de l'information. Tant qu'il y a de l'information à donner, il y a de la matière, il faut la donner. Et nous encourageons les journalistes à creuser et à mettre... Le métier du journaliste, c'est de mettre la plume dans la plaie en engageant son honneur et sa vie. Oui, au-delà des déclarations, est-ce qu'il y a des actions à mener dans ce sens-là pour que ces genres de pratiques-là cessent? Mais naturellement, il y aura toujours des actions. Et l'une des actions, c'est celle que nous sommes en train de faire. Faire connaître d'abord l'étendue des pouvoirs des médias, la nécessité de donner l'information. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, même ceux qui combattent les médias sont quand même d'accord avec la mission de service public des médias, des organes d'information, qu'ils soient des organes d'information généraux ou des organes d'information spécialisés, même pour le cas du réseau de Aksar, le Senozo. Alors, puisqu'ils sont d'accord avec la mission de service public, ce sur quoi nous ne pouvons pas nous entendre, c'est lorsqu'on égratigne quelqu'un, il ne peut pas être d'accord que ce soit lui la victime d'un processus de production de l'information avec lequel lui-même il est d'accord. Parce que ça va contre ses intérêts. Mais au nom de l'intérêt général, il faut continuer. Il faut continuer à le faire. Ce que donc nous avons à faire, c'est d'encourager les médias à se tenir droit dans leurs bottes, de faire ce travail conformément au texte en vigueur, de respecter la morale publique, l'éthique et la déontologie et de continuer à faire ce travail-là, à fouiller même là où ça sent mauvais. Mazo Ibrahim, au Niger, l'adoption d'un code de la presse en 2010, Suleiman Bra de la maison de la presse, l'a rappelé tout de suite, a été une avancée majeure pour la protection des journalistes, mettant fin aux peines privatives de liberté pour les délits de presse. Pour autant, cette loi plus protectrice est régulièrement contournée. Comment prévenir toutes ces dérives-là? Merci beaucoup. Et en fait, pour prévenir ces dérives, il faut savoir comment ces dérives se manifestent. En vérité, les gens ont appris par tradition
à contourner la loi sur la presse et à basculer dans le... Oui, mais depuis 2010, que faites-vous au niveau de l'association des éditeurs de la presse indépendante et même la maison de la presse, ils sont concernés. Et que faites-vous pour que les insuffisances là puissent être comblées? Oui, en fait, j'aurais pu, si j'avais pu terminer ma phrase, cette question n'aurait pas été nécessaire. Allez-y. En fait, c'est ce que les gens, par tradition, comme je le disais tantôt, ils ont l'habitude de contourner la loi sur la presse et nous appliquer les dispositions générales du code pénal. Aux journalistes? Oui, lorsqu'il y a un différend entre un citoyen et un journaliste, vous ne pouvez pas empêcher au citoyen, au nom de ses droits à lui, de déposer plainte contre un journaliste. Maintenant, lorsque la plainte est déposée à la justice, que fait le juge? Il examine d'abord la plainte, le motif de la plainte. Il compare le contenu avec le... Je présume, hein, il compare le contenu de ce qui a été révélé et il regarde l'honneur du citoyen. Est-ce que dans le contenu, il y a eu diffamation ou pas? On ne peut pas laisser les journalistes raconter ce qu'ils veulent. Il faut regarder pour voir s'il y a de la matière à débat. Maintenant, une fois que le problème est posé, il y a des dispositions générales du code pénal qui est un texte de loi en vigueur et il y a des dispositions de la loi sur la presse. Il y a un contentieux à régler. Ce n'est pas aux journalistes de choisir comment on va lui régler le contentieux. C'est au juge qui est l'arbitre de choisir comment on va lui régler. Donc il y a tout un travail à faire le long de la chaîne, aussi bien au niveau des journalistes qu'au niveau des juges qui sont par ailleurs des amis, dont nous nous reprochons assez souvent pour comprendre, aussi bien pour qu'ils nous aident à comprendre comment on applique la loi, comment ils traitent les dossiers, qu'au niveau des journalistes qui sont quelque part et non seulement les victimes de ces genres de processus, mais qui sont aussi quelque part partie prenante à l'application de ce droit-là, puisqu'il va falloir bien qu'on fasse la faute pour qu'on vous appelle pour dire que vous avez fauté. Et donc si en amont, le journaliste prend des précautions déjà pour ne pas tomber dans les dispositions générales du code pénal, comme dans la loi sur les médias, c'est propre. Mais maintenant, si par inadvertance, on pose un acte qui relève du domaine de la loi, naturellement, la loi va poursuivre. C'est un peu ça la difficulté. Et donc l'idée, c'est de travailler tous ensemble de manière à ce que nous puissions prévenir. Et là, je parle sous le contrôle de Jafar Maman, avec qui nous étions à l'Observatoire indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. Si l'éthique et la déontologie des journalistes est bien respectée par les journalistes eux-mêmes, je pense qu'il y aura moins de casse. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. Sahirou Youssouf du Conseil supérieur de la communication, le manque de publicité, les coûts élevés de l'impression et le développement des réseaux sociaux menacent la survie des journaux et nombre d'entre eux disparaissent. Les radios privées n'échappent pas à cette fragilité et seules les chaînes de télévision arrivent à tirer profit du marché publicitaire. Cette précarité financière fragilise aussi les journalistes exposés à la tentation. Qu'est-ce que le Conseil supérieur de la communication peut faire ou va faire à ce sujet? Merci Mokhtar pour ta question. Cette situation que tu viens de décrire, c'est vraiment une réalité. Et le Conseil supérieur de la communication, comme un participant vient de l'évoquer ici, a la mission de promouvoir la liberté de la presse. Donc, conscient de cette mission, et le nouveau Conseil supérieur de la communication qui vient de s'installer à peine 2 mois a pris déjà la situation en main. Et ce qui traduit déjà les doléances exposées devant le président de la République à l'occasion de l'audience avec le bureau du Conseil supérieur de la communication, où le président a vraiment évoqué toute cette situation que tu viens de décrire. Parce que tant qu'il n'y a pas les moyens, parce que la situation aujourd'hui, si les médias disparaissent, tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se maintenir, d'être véritablement des entreprises de presse pour pouvoir continuer à fonctionner normalement. Donc le Conseil supérieur de la communication, effectivement, travaille dans ce sens et une des demandes formulées, c'était de rehausser le fonds d'aide à la presse. Le président de la République a pris acte, il a promis que quelque chose va être fait dans ce sens. Maintenant, après le fonds d'aide à la presse, il y a la question de l'accès à la publicité de l'État. Ça, c'est vraiment fondamental. Et je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait
déjà par le Conseil supérieur de la communication qui vient de finir son mandat, où une délibération a été prise. Maintenant, c'est comment mettre cette délibération-là, la mettre en œuvre. Et effectivement, pour la mettre en œuvre, le Conseil supérieur de la communication a pensé qu'il faudrait réunir tout le gouvernement, lui expliquer que c'est un décret, c'est maintenant une disposition qui est là, qu'il faudrait respecter. Donc que l'accès à la publicité ne soit pas seulement permis aux médias d'État, les médias privés qui font également des services publics, comme l'a attesté la Constitution de la République du Niger, doivent bénéficier, ainsi que les radios communautaires. Donc ce travail a été fait. Maintenant, c'est dans la pratique comment ça va se faire. Le Conseil supérieur de la communication est sur cette question et je crois que dans les prochains mois, quelque chose va être fait dans ce sens. Les attaques et menaces envers les journalistes ne sont pas rares au Niger, surtout au cours des manifestations publiques. Comment y mettre fin? Merci, c'est aussi une réalité puisque j'ai suivi la déclaration des organisations socio-professionnelles des médias ce matin. Ils ont évoqué quelques cas qui se sont produits. Le cas de la télévision en famille, oui, et puis je crois qu'au niveau de l'aéroport, il y a eu aussi quelques démêlés. Donc toute cette situation, je crois, on pouvait la régler. Et la crédibilité aussi de la carte des journalistes professionnels. C'est bien de ça que je voulais parler. Parce que la carte du journaliste professionnel doit être connue par les autres acteurs, surtout les forces de défense et de sécurité. Ils doivent comprendre l'importance de cette carte. Et même les médias, il y a certains qui la détiennent, mais qui ne savent pas le pouvoir ou les prérogatives que cette carte leur confère. Donc, il fallait faire ce travail-là. Et je crois que le Conseil supérieur de la communication a déjà pris de l'avance, puisqu'il y a une convention de co-régulation qui réunit le Conseil supérieur de la communication, la Maison de la presse et l'ONIMED. Et à travers cette co-régulation, il faudrait promouvoir la carte de presse. Parce que si les autres acteurs, je parle de forces de défense et de sécurité et les autres, s'ils comprennent l'intérêt, l'importance de la carte de presse, il n'y aura pas ce genre de situation-là. Merci beaucoup, Sahiro Youssouf. Abra Suleiman, le plus souvent, les mesures d'intimidation se traduisent par les arrestations des journalistes. Aussi, les sources sont peu protégées et la police exerce souvent des pressions lors des interpellations afin que ces sources soient dévoilées. Et comment y mettre fin là aussi? Ah non, ça c'est pas possible d'y aller parce que ce n'est pas possible. Comment non, en fait, pour un professionnel, je parle sous le contrôle des autres confrères. Même les juges ne peuvent pas contraindre à un journaliste de dévoiler quand même sa source ou bien ses sources. Et je pense que, comme l'a rappelé aussi quelqu'un, l'une des garanties pour un journaliste ou de la sécurité d'un journaliste quand même, c'est la connaissance effectivement des textes. Quand on regarde la charte des journalistes professionnels du Niger, cette question a été quand même évoquée où quand même c'est fondamental pour un journaliste de savoir qu'il ne doit pas dévoiler ses sources devant en fait les juridictions. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, effectivement, comme j'ai rappelé tout à l'heure, si on applique les textes, la prévention même, la détention préventive, elle est même interdite. C'est ça, en fait, réalité. Maintenant, comment y mettre fin? C'est d'abord de continuer Il y a aussi des intimidations à travers les appels, les menaces au téléphone. Bon, ça peut arriver, mais quand même, on ne peut pas faire ça à un journaliste, quand même. On ne peut pas faire ça à un journaliste. Je ne sais pas si c'est par exemple... En tout cas, pour un journaliste, je pense que ce n'est pas le même. Maintenant, pour en fait résoudre ou mettre fin à ça, il faut continuer à renforcer les capacités des journalistes, c'est-à-dire de connaître les textes. Tout à l'heure, on a parlé de la carte de presse, les prérogatives qu'elle confère. C'est très important pour les journalistes de connaître qu'il ne détient pas cette carte. Ce n'est pas pour rien qu'il détient en fait cette carte.
de connaître la charte, de connaître l'ordonnance 2010, de connaître la charte portant accès à l'information, de connaître aussi même la Constitution, parce que si on regarde, c'est l'article 31 de la Constitution qui parle de l'article 157 qui parle du 16, tout ça là, c'est très important pour un journaliste de connaître les textes. Maintenant, les autres acteurs aussi, c'est comme ce que la maison de la presse a initié depuis des années. Tout à l'heure, on a parlé de la pratique des textes. Eh bien, l'ordonnance 2010, il a eu plusieurs rencontres, que ce soit en Niamey ou à l'intérieur du pays, où effectivement nous essayons d'échanger avec ces acteurs, que ce soit les forces de l'ordre et même les magistrats, pour évoquer effectivement, échanger autour de ces questions. Et c'est très important de vulgariser, que ce soit au niveau des médias ou des journalistes et même des autres acteurs, tous les textes de la République et même la loi portant répression de la cybercriminalité. Toute cette incompréhension, à un moment donné, et même au niveau de l'application, c'est parce qu'au Niger, on adopte les textes et on n'arrive pas à vulgariser ces textes. Et même au niveau de ceux qui sont censés appliquer ces textes. Nous, on était parmi les premiers qui ont effectivement invité des magistrats pour venir, pour échanger autour de cette ordonnance, de cette loi portant répression de la cybercriminalité. Et après, on a compris, voilà les dispositions qui n'arrangent pas ou qui font en sorte que vraiment c'est difficile pour les journalistes. Comment il faut faire, c'est d'aller vers les plaidoyers, d'aller au niveau de ces autorités pour qu'ils essayent de revoir aussi ces dispositions. Et Dieu merci, comme je l'ai dit, c'est juste un pas. Maintenant, l'autre pas aussi, c'est vraiment de faire en sorte que, même ce matin, on a rappelé ça, c'est de revoir les amendes. C'est de revoir vraiment les amendes parce que c'est vraiment, ça atteint un niveau où les journalistes ne peuvent plus supporter ça. Bra Suleiman de la Maison de la Presse, y a-t-il un cadre de concertation ou une synergie d'action entre les organisations socio-professionnelles du secteur des médias pour faire face aux défis et autres difficultés qui minent ce secteur-là? Oui, mais l'ensemble des organisations socio-professionnelles sont quand même au niveau de la Maison de la Presse, puisque la fêtière a quand même 32 associations. Oui, mais est-ce que ces organisations sont unanimes sur presque tous les points sujets à débat? Oui, en fait, parce que c'est les mêmes combats, que ce soit la promotion de la liberté de la presse et même la recherche aussi des autres acquis. Ce que nous faisons, c'est ce qui en est plus fait, c'est ce que aussi les synaptiques et les autres syndicats font. On parle des médias publics, mais les médias publics, par exemple, les syndicats sont aussi membres de la fêtière. Et les autres syndicats aussi et réseaux sont au niveau de la Maison de la Presse. Et c'est ensemble, effectivement, aujourd'hui, la déclaration ou bien les messages de ce jour, c'est l'ensemble des organisations socio-professionnelles et des médias nigériens. Donc ça engage vraiment l'ensemble ou la grande partie quand même de ces organisations. Donc c'est dire que vraiment par rapport à ça, nous sommes conscients de tous ces défis et nous travaillons nuit et jour pour vraiment faire en sorte que vraiment l'ensemble de ces défis puissent être quand même en fait réglés pour faire avancer la liberté de la presse au Niger. Merci beaucoup, Bra Suleiman. Maman Diaharou de l'ONIMED Niger. Le studio Kalangou de la Fondation Hirondelle au Niger est le premier média africain certifié selon le standard de la journalisme Truth Initiative GTI. Le journalisme Truth Initiative GTI est une norme professionnelle internationale qui a pour ambition de modifier les règles du jeu de l'espace digital afin de sortir de la logique de concurrence déloyale entre types de contenu et de favoriser le journalisme de qualité. Comment consolider les acquis? Consolider les acquis en matière de la promotion de la liberté de la presse et même du journalisme professionnel commence par d'abord promouvoir le texte juridique qui encadre l'exercice du métier du journalisme. Parce que Bra l'a dit, la première sécurité d'un journaliste, c'est sa maîtrise d'abord des b.a.-ba de son travail et c'est la maîtrise de l'environnement juridique qui lui permet d'éviter ou de mieux faire son travail. Alors,
Sur ce terrain-là, on voit qu'il y a beaucoup d'avancées qu'on peut s'allier. Il y a quelques difficultés à relever. C'est notamment la question de la publicité, c'est notamment la question de taux d'amende au niveau de la loi sur la cybercriminalité, c'est notamment l'effectivité de l'ordonnance 2011 portant charte d'accès à l'information aux documents administratifs qui peut permettre aux journalistes d'accéder à l'information détenue par le pouvoir public. Alors, c'est aussi un combat pour qu'il y ait une loi sur la presse électronique, puisqu'au Niger, jusqu'à preuve de contraire, vous l'avez dit, il y a 16 médias, sinon plus, en ligne. Mais ces médias-là exercent par le bénéfice de doute, comme on dit, puisqu'il y a une vacance de loi. Et aujourd'hui, le procureur ne peut pas autoriser et ne peut pas interdire. Mais on constate que dans le cadre de la promotion de la liberté de la presse, il faut accepter ces médias lorsqu'ils sont effectifs, mais il faut en faire en sorte qu'il y ait un cadre juridique. Je pense qu'un premier travail est fait sur le projet de loi sur la presse électronique. Ça peut venir renforcer le métier du journalisme et éviter même le lien avec la loi sur la cybercriminalité. Parce que lorsque une loi sur la presse électronique est adoptée, peut-être on va nous épargner des conséquences de la loi sur la cybercriminalité qui sont, qui sont très nuisibles pour même le fonctionnement économique des médias. Puisque lorsque des amendes, je pense que si un média se retrouve avec 3 condamnations à 5 millions, 10 millions par an, je pense qu'il vaut mieux le fermer et prendre la clé que de prendre l'amende. Donc c'est pour consolider les acquis, c'est d'abord renforcer l'existant à travers la maîtrise par les journalistes des textes existants, c'est par les médias de renforcer les débats sur la publicité et d'aller vers la convention collective, puisque les médias, les entreprises de presse ont tout à gagner lorsqu'ils ont des journalistes qui ont un revenu consistant qui leur permet de faire leur travail avec toute indépendance d'esprit, avec une certaine liberté. C'est extrêmement important. L'autre aspect qu'il faut évoquer rapidement, c'est au niveau des organisations socio-professionnelles des médias, il faut consolider les acquis en répertoriant les difficultés des médias, pas des organisations, mais des médias. Lorsque ces difficultés sont connues de tous d'ailleurs, ce sont les difficultés, ce sont des violations, ce sont des intimidations. Il faut aller vers le renforcement des capacités des journalistes et même de tous les acteurs. On évoque la difficulté au niveau des juridictions. Aujourd'hui, beaucoup de magistrats ont besoin d'être renforcés sur les textes spéciaux, particulièrement du secteur des médias. Donc, il faut qu'on renforce la capacité des journalistes, des acteurs judiciaires et même des acteurs administratifs pour que l'ordonnance sur l'accès à l'information publique et aux documents administratifs ne sont pas connus de l'administration aujourd'hui. Maman Diarou, aujourd'hui, quel est votre sentiment, quelle est votre opinion au sujet du travail que fait le studio Kalangou de la Fondation Hirondelle ici au Niger? Il est exceptionnel puisque nous sommes là. Il nous donne cette facilité de discuter, d'être entendu au-delà du Niger. Et je pense que le cadre de travail, le canal par lequel le studio fait connaître son travail est à saluer. Parce que pour ma petite connaissance, je sais que vous êtes partenaire de plusieurs médias, que ce soit les radios communautaires qui sont sur l'échelle nationale et qui permettent aux citoyens d'entendre ce qui se passe à partir de Niamey. Je pense que c'est un travail à saluer. Peut-être, là où peut-être vous avez évoqué, il y a un aspect peut-être technique qu'il faut séparer, c'est le travail de Studio Kalangou, c'est un travail professionnel fait par des professionnels qui font un travail exceptionnel, sélectionnés pour leur professionnalisme parce qu'ils exercent d'ailleurs. On se côtoie ailleurs avant que vous ne soyez au niveau du Studio Kalangou. Et peut-être la petite différence, elle est d'ordre juridique, puisque le Studio Kalangou, c'est une structure de production. Mais
pour se faire connaître, pour que ce travail de qualité puisse toucher le citoyen, servir le citoyen, être utile aux citoyens, vous utilisez les canaux des médias traditionnels qui sont les radios communautaires, les radios classiques et les radios et les télévisions. Nous souhaitons que le studio Kalangu puisse lui-même se doter, être un média en tant que tel, et pour qu'il exerce pleinement ce travail de qualité. Merci beaucoup, Mohamed Yaharou. Ibrahim Manzo, je rappelle que le studio Kalangu de la Fondation Hirondelle au Niger est le premier média africain à être certifié selon le standard de la Journalism Trust Initiative GTI. Et le studio Kalangu a d'ailleurs reçu les félicitations et les encouragements de Reporters sans frontières pour l'obtention du label du Journalisme Trust Initiative GTI. La presse nigérienne a-t-elle des beaux jours devant elle? Bon, et naturellement, elle a des beaux jours nous y sommes, on y reste. Je suis en train de traverser ma 27e année dans la profession. Et je suppose que j'ai encore quelques beaux jours à passer dedans. Et nous y croyons. C'est pour ça que nous y sommes. Nous y croyons. Et mieux encore, la presse nigérienne ne manque pas de ressources. Il faut reconnaître que de ses débuts à aujourd'hui, elle s'est beaucoup professionnalisée et un long chemin a été parcouru. Et un énorme travail a été fait aussi au service de la démocratie, des libertés publiques et des droits de l'homme. Un énorme travail a été fait au bénéfice du développement économique du pays et de la personnalité juridique même de la presse. Il y a un énorme travail qui a été fait et aussi bien pour la presse elle-même que pour le service public d'information, que pour l'État lui-même. L'État du Niger a été beaucoup aidé par la presse et la presse continue à l'épauler dans son travail aussi bien de la vulgarisation de ses programmes. Votre appréciation au sujet du travail que fait le studio Kalangu en si peu de temps? Bon, en si peu de temps, je pense que le studio Kalangu a abattu un travail remarquable. Il a fait preuve de beaucoup de méthodes, il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme, il a fait preuve de beaucoup de savoir-faire, de savoir-faire, d'initiative, et il a produit, et à mon sens, tout un patrimoine qu'il faut valoriser. Comme l'a si bien dit mon confrère Jahar Maman, je pense qu'il faut passer à l'étape suivante. Il y a eu un jet de ballon d'essai, il a très bien fonctionné. Il n'y a aucune raison de ne pas passer à l'étape suivante. Je pense que compte tenu du niveau de professionnalisme que le studio Kalangu a pu atteindre à ce niveau-là, compte tenu de la mission de service public qu'il a pu abattre en si peu de temps, je pense que ce ne serait pas mauvais, ce serait une très bonne chose de penser à l'étape suivante pour s'institutionnaliser et devenir un média à part entière, plutôt que de produire pour les autres. Ibrahim Manzo, comment restructurer, réorganiser et pour rentabiliser le secteur des médias au Niger? Bon, beaucoup de propositions ont déjà été avancées ici. Pendant ce débat-là, je pense que le débat a été très riche. Parce que chaque fois qu'un intervenant a pris la parole... Oui, mais au-delà de l'État, est-ce qu'il ne faut pas chercher d'autres partenaires ailleurs? Non, je ne parlais pas de l'État. Je parle de la volonté des professionnels eux-mêmes de restructurer leur métier. Et je pense qu'à travers les différentes interventions que nous avons faites ici, il y a eu quand même un paquet de propositions qui ont été avancées, aussi bien dans le secteur de la restructuration du métier que dans ses rapports avec les partenaires. Alors, il faut déjà aller à partir de cette base-là. Mais maintenant, on peut aller encore au-delà. Et je pense que l'idée de confiner la presse dans ses rapports avec le seul État n'est pas une bonne idée. Il faut aller au-delà, comme vous l'avez si bien dit. Il faut aller vers les partenaires. Mais faudrait-il que l'État lui-même aide les médias à se restructurer et à devenir viables? Vous ne pouvez pas aller devant les partenaires sans rien. Il faut que vous veniez avec quelque chose. Oui, j'existe. Voilà, je suis tel média. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais. Voilà le chemin que j'ai parcouru. Voilà mes moyens. Voilà mes idées. Voilà mes projets. À partir de ça, est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner? Mais ce travail-là, il se fait pas seulement avec le cadrage juridique. Il se fait aussi avec une volonté politique. Faire la promotion d'un média, ce n'est pas que la responsabilité du média lui-même.
Les gens ont beau avoir les belles idées, des bonnes idées, les gens ont beau avoir des beaux programmes, si les gens, les partenaires sentent qu'ils ne sont pas soutenus par une volonté politique forte, ça n'aboutira à rien. Et la volonté politique forte, c'est quoi? C'est que l'État du Niger lui-même montre de l'intérêt dans la mission de service public qu'il a confiée aux médias. Merci beaucoup. Quand il casse son propre média en deux, par exemple, c'est-à-dire l'ORTN, aujourd'hui, elle a deux branches. Il y a une branche qui produit et une branche qui vend. Comme on l'a fait, par exemple, de la Seine. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Lorsqu'on restructure une école, à lieu et place de former des professionnels de l'information, cette mission est plus ou moins... Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends. Nous nous sommes compris, c'est un débat maison. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Merci beaucoup, merci beaucoup Ibrahim Manzo. Youssouf Saïrou du Conseil supérieur de la communication. Quelles sont vos propositions, conseils ou recommandations pour véritablement promouvoir la liberté de la presse au Niger rapidement? Merci. Promouvoir la liberté de la presse, vraiment, le tour a été fait. Il faut d'abord promouvoir les textes qui nous régissent. Il faut d'abord connaître ces textes-là et mieux les appliquer. Promouvoir la liberté de la presse aussi, c'est l'accompagnement des médias à être véritablement des entreprises de presse. Parce que quand ils sont véritablement entreprises de presse, il y aura la quiétude, le professionnalisme va s'y renforcer. Et on aura de belles productions, on aura des informations vraies et fiables qui sont livrées au public. Donc je crois que c'est ces étapes-là qu'il faudrait suivre et ça permettra effectivement de promouvoir la liberté de la presse et de préserver le métier. Brassereman, rapidement, vos propositions, vos appels, vos recommandations pour véritablement promouvoir la liberté de la presse au Niger? Oui, mais tout à l'heure, vous avez, par exemple, demandé les appréciations par rapport à au studio Kalangou. Voilà, allez-y, merci pour le rappel, allez-y. En train de faire. Donc, c'est dire qu'on parlait des moyens, des véritables entreprises de presse. Aujourd'hui, Kalangou, Jafar l'a rappelé, vous êtes des professionnels comme nous avant d'être à Kalangou, mais c'est les moyens aussi. Même si vous avez des idées, des projets, mais si vous n'avez pas les moyens de faire le travail, les 50 radios partenaires, les 7 télé, les sites web, tout ça là, ça demande des moyens. Mais c'est ce qui aussi en particulier les médias n'ont pas. Donc c'est dire que même si vous voulez faire bien ce travail, mais tel que les conditions ne sont pas réunies, vous ne pouvez pas les faire. L'une des raisons du classement RSF, c'est effectivement par rapport aux conditions de vie et de travail des journalistes. Les SMIC, c'est combien? C'est 25 000 aujourd'hui, au temps de Covid. Il faut aussi le dire. Il y a des journalistes qui n'ont pas 30 000 les mois. Ah, mais comment voulez-vous faire ce travail si vous n'êtes pas... En fait, c'est dire que vraiment, c'est de faire en sorte, effectivement, que les journalistes soient dans des conditions. Ce n'est pas la seule... ou une des seules, en fait, ressort de l'État. Non, des promoteurs d'abord. Oui. Parce que... Parce que ce qu'on est en train de dire, la question de la publicité par voie de presse, aujourd'hui, mais on dit la publicité de l'État et de ses démembrements. Mais il suffit juste qu'il y ait cette volonté pour en fait, permettre à ces entreprises de presse d'accéder à cette publicité. Donc, vous voyez, non? Maintenant, par rapport au texte, effectivement, chaque jour, on essaye tant bien que mal de faire cette promotion, de renforcer la capacité des journalistes, de créer les conditions aussi pour que même les autres acteurs puissent connaître aussi ces textes facilités. Mais il faut aussi que de l'autre côté, que les gens puissent respecter les textes qu'ils se sont eux-mêmes donnés. Merci beaucoup. C'est très important. Merci beaucoup, Bara Suleiman. Maman Yahou, rapidement, en 10 secondes. Oui, en 10 secondes, c'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment renforcer, il faut renforcer les textes existants, vulgariser les textes qui ne sont pas encore connus, y compris des journalistes et de ceux qui sont censés les garantir de façon judiciaire et au niveau de l'administration aussi. Rendre effective la publicité de l'État, puisque le CSC a fait un travail déjà de répartition de 40% aux médias publics, 45% aux médias privés, 45% aux médias publics, 10% aux radios communautaires. Je pense que déjà,
après, avec le décret et la délibération du CEC, quelque chose est fait. Il s'agit de rendre public, de sensibiliser et de mettre l'État et ses démembrements devant leurs responsabilités, puisque c'est l'État qui a pris le décret pour que la publicité soit effective, et ça peut amener et faciliter l'adoption de la convention collective afin que les journalistes puissent avoir des revenus conséquents. Ibrahim Manzo, rapidement, vos propositions, vos recommandations pour promouvoir la liberté de la presse au Niger. D'accord. Donc, moi, en dehors de la proposition de l'accès à la publicité que les confrères ont déjà souligné, et il faut préciser aussi que cette publicité-là, il faut la voir sous un angle institutionnel. Il n'y a pas que les sociétés d'État et d'économie mixte qu'il faut regarder. Il y a aussi les organismes et les projets qui ont prévu des fonds de communication. Il y a l'État lui-même avec ses services publics qui prévoit chaque fois des budgets de la communication dans leur travail. C'est à ce budget-là qu'il faut permettre aux médias d'accéder pour qu'ils puissent mieux travailler. Puisque vous avez prévu ça pour la communication, communiquer avec. C'est tellement simple. L'autre aspect de la question qui me semble important, c'est la valorisation du fonds d'aide à la presse. Vraiment, c'est des fonds je peux le dire avec ma responsabilité de secrétaire général de l'ANEPI, Association des éditeurs de la presse indépendante. Vraiment, c'est des fonds d'aide à la presse de la misère. Et voilà pourquoi moi, depuis le régime de Tanja, je n'ai plus postulé au fonds d'aide à la presse. Il me paraît dérisoire. Mais comment vous faites pour fonctionner? Tu ne peux pas développer une entreprise avec des fonds d'aide à la presse tels qu'il est donné au Niger. Au moment où le Sénégal est à 1 milliard, la Côte d'Ivoire est à 5 milliards de fonds d'aide à la presse, le Bénin ici à côté de nous a plus de 2, 3, 4 milliards pour faire fonctionner les médias. Le Niger est à 200 millions. Avec 200 millions, tu ne peux même pas développer une bonne télé. Il faut se dire la vérité. C'est-à-dire que le pire, c'est que les fonds d'aide à la presse du Niger, c'est un fonds d'aide à la presse qu'on donne qui ne sert à rien. Le fonds d'aide à la presse de 2020, non, laisse-moi dire, merci de 2020, à tous, merci. 2021, il est en train d'être distribué en 2023. Ça va servir à quoi? Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Sahirou Youssouf du Conseil supérieur de la communication, Bra Suleiman, membre du conseil d'administration de la Maison de la presse au Niger, Ibrahim Manzo, secrétaire général de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI, et Gaharou Mahaman, président de l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie au NIMED Niger. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios et 7 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Al-Mustafa Ayouba et à la réalisation Issa Alawali. Merci, au revoir.